Bonjour Marie-Laure. Bonjour Je Laurent. pense que moi, ma première question que j'aurais envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver, hein, l'approche par compétence, là? Qu'est-ce que c'est en fait, là? Comment tu le définirais? Et puis, si tu peux as des exemples. Bon, en fait, l'approche par compétence, c'est quoi? C'est s'aligner à la stratégie. On a des compétences, mais une compétence, ça évolue. Et une stratégie, elle évolue. Donc, l'idée, c'est toujours que notre capital compétences, donc les gens qui sont notre capital humain, soient alignés à la stratégie. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont obsolètes? Est-ce qu'il y a des futures compétences? Donc, l'approche par compétence, c'est justement tenir compte que c'est nos compétences qui vont nous permettre de nous aligner à la stratégie. Alors, un exemple. Je vais donner un exemple. Dans une entreprise, dans une fabrication de comptoirs de cuisine, on a un souci, on a un équipement qui arrive en CNC, mais on n'a personne qui sait opérer la CNC. Ceci dit, pour un plein temps, c'est difficile parce que ça ne prend pas un plein temps. Alors, l'idée, c'est de dire, OK, quelles seraient les activités connexes qui auraient des compétences similaires et on pourrait justement embaucher quelqu'un à plein temps avec les postes environnants. Ce qui nous D'accord, permet de faire ça, c'est des compétences. Donc, pourquoi? Par exemple, pour faire ce type de poste, il faut avoir la capacité à lire et interpréter un plan. Donc, dans les activités environnantes, qui sont le polissage, il faut avoir la capacité de lire et interpréter un plan. Donc, la compétence va nous permettre d'être agile. Donc, l'approche par compétence, ça nous permet justement d'être agile et surtout de répondre aussi à cette notion de réalisation des employés. Voilà, c'est ah, ça la démarche par compétence. ok, parfait. C'est drôle que tu aies mentionné que ça nous permet d'être agile parce que euh, euh, parfois la perception qu'on peut avoir, reliée par exemple au profil de compétences, etc., c'est que ça nous met dans des boîtes. C'est que ça nous force et on s'entend qu'actuellement, le marché du travail fait en sorte que des fois, c'est plus difficile d'aller chercher les compétences qu'on veut, là. Alors, comment on fait par rappeler de ce point de vue-ci? C'est intéressant parce que justement, là, je vais rebondir sur la notion de pénurie. Tu sais que si on travaille sur les compétences, on parle de beaucoup de compétences génériques, ce sont des compétences transférables. Donc, si on part avec une tradition de recrutement en disant j'ai besoin de tel poste, on se ferme. Alors que si je dis j'ai besoin de telles compétences, il y a des grandes chances qu'il y ait des postes où il y a des transférabilités possibles. Donc, on élargit notre bassin. Donc, au contraire, on ne met pas des gens dans des boîtes et on est capable aussi d'aller voir des parcours atypiques à travers la démarche compétences. Ah, c'est intéressant, puis je suis assez d'accord avec toi, là, c'est que il faut être un petit peu créatif, justement, là, dans le recrutement actuellement, là, on est là-dedans nous-mêmes, là, donc souvent, c'est intéressant. Sur la partie, euh, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger hein, sur cet aspect-là, et ce que tu me disais, c'était que notamment, dans un contexte de gestion de la relève, et on le sait que c'est un enjeu aussi, hein, la gestion de la relève, tu disais que l'approche par compétence était particulièrement pertinente. Dans quel sens tu trouves que c'est particulièrement pertinent d'avoir cette approche-là par compétence? Ben, en fait, c'est par rapport à la planification. L'idée, c'est que quand tu veux faire de la relève, il faut savoir les compétences dont on dispose, d'accord? Donc, dans un premier temps, il faut que tu identifies des compétences. Donc, si tu travailles déjà sur une approche par compétences, tu vas déjà être capable d'avoir cette dynamique et ce réflexe d'aller voir les compétences que tu possèdes et les compétences que tu souhaiterais pérenniser. Attention, toutes les compétences ne sont pas à pérenniser. Et ces compétences sont associées à des savoirs. Donc, si tu fais une planification de la relève, tu vas aller regarder les compétences critiques et c'est sur là-dessus que tu vas mettre l'accent. Donc, tu es optimal. Si tu fais une démarche par compétence, tu vas être optimal. Alors que si tu ne fais pas une démarche par compétence, tu vas avoir des activités clés, mais que tu n'auras pas vraiment identifiées en tant que telles. Donc, tu vas dire, tiens, ce poste-là, il faudrait que je le remplace majoritairement. Alors que si tu travailles sur les compétences, tu vas être optimal, tu vas aller regarder vraiment les activités clés, donc associées à des compétences clés et tu vas éviter justement de t'éparpiller. Tu vas dire, moi, je focalise sur ces compétences-là. Et en même temps, le fait de focaliser sur ces compétences-là, j'ai des éléments de mesure. Donc, quand je vais gérer la relève, je vais être capable de mesurer les progrès de ma relève parce que j'ai les compétences comme élément de repère. Et quand tu dis moi, est-ce que est-ce que tu te positionnes comme un ou une professionnelle aux ressources humaines ou ça peut être d'autres personnes dans l'organisation? C'est intéressant. Alors, on va dire qu'on est complémentaires. Je vais donner un exemple. Actuellement, je travaille dans une entreprise, dans une manufacture avec 200 employés en réfrigération et je travaille étroitement avec la RH.
Donc, la RH a fait au préalable une planification sur les postes critiques et les éventuels départs. Et moi, j'accompagne à la transmission, c'est-à-dire que j'accompagne le, comment dire, le vice-président aux ventes. Je l'accompagne pour capitaliser, organiser et hiérarchiser ses activités clés. OK, D'accord? Et par la suite, je vais accompagner la RH sur l'évaluation de la relève. d'accord. Donc, pour Alors ça que moi, je ça m'incluais. m'intéresse, et ça m'intéresse. Là, par exemple, le responsable des ventes, hein, le gestionnaire, Mhm. quel est, je dirais, naturellement son intérêt de participer à ce genre de démarche-là? Ah, c'est Tu génial. vois, tu vois où je veux en venir? Parce Oui, que, tu oui, sais, oui, il y a des résistances parce que en fait, les gens ont du mal à se déposséder de leur savoir parce qu'ils considèrent que leur savoir, c'est le pouvoir. Le jour où ils prennent conscience que c'est leur expertise et qu'elle est unique et que c'est simplement des activités, des activités et des connaissances qu'ils transmettent, ils sont complètement OK à partir dans l'aventure. Et dans notre cas à nous, la personne, elle a tout intérêt que ça fonctionne parce qu'elle veut partir. Elle a un intérêt vraiment de partir rapidement. Donc, elle est très collaborative parce que, elle a tout intérêt d'ailleurs. Parce que justement, plus, on va avoir une structure, plus notre junior Rémi, va s'approprier cette structure et bah, plus, André va pouvoir partir plus tôt. ouais. Donc, mais on peut avoir des cas de figure, c'est intéressant ta question. On peut avoir des cas de figure où la personne, et ça en relève, on le voit dans beaucoup d'endroits, notamment, plus dans les postes d'opération où il y a un savoir technique plus, en termes de gestuelle. Ces personnes-là ont un peu plus de mal à transmettre, non pas parce qu'elles ne veulent pas transmettre, mais il y a des limitations dans la transférabilité, hein. Dans le geste technique, il y a vraiment quelque chose, il y a un mimétisme à avoir. Donc, il y a des gens qui se disent: «Moi, je ne suis pas à même de pouvoir transmettre ça». Donc, il y a des supports, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a plein de façons de compenser ça. Mais oui, effectivement, on peut avoir cette, résistance. OK, parfait, excellent. Je vais faire participer en fait les personnes qui sont ici. J'ai fait un peu les choses à l'envers, je suis désolé, je suis tout seul aujourd'hui là, je fais l'approche technique et cetera, tout ensemble, ce qui n'est pas mon cas habituellement et j'avais un petit sondage. D'ailleurs, si vous avez des questions, hein, j'ai pas mentionné ça, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, le chat est ouvert. Alors n'hésitez pas à écrire vos questions ou commentaires dans le chat. Je vous garantis pas que je répondrai à toutes les questions, mais en tout cas là, je ferai en tout cas en sorte de les prendre en considération. Alors, une première question peut-être pour vous, qui est la suivante. Quel est simplement votre niveau de connaissance ou d'expérience au niveau de l'approche par compétence? Excusez-moi, je viens de voir qu'il y a une petite faute d'orthographe à la fin dans compétences. Il manque une pièce, mais alors, donc c'est assez varié hein, pour l'instant. OK. Pour l'instant, la plupart des personnes mentionnent que ont déjà entendu parler de cette approche-là, mais seulement à peu près 20% hein, des personnes, j'arrête ce sondage là, vous êtes à peu près 20% à avoir déjà mis en place un projet en utilisant cette approche-là. Et donc, est-ce que tu es étonné? Parce que la plupart d'entre vous, la plupart des personnes qui sont là, vous êtes des personnes, soit des professionnels de ressources humaines, ou soit vous touchez d'une manière ou d'une autre, hein, je peux imaginer, à la gestion des ressources humaines. Et donc là, on voit qu'il y a à peu près là uniquement, entre guillemets, hein, 20% des personnes qui ont vraiment déjà mis en place un projet en utilisant cette approche-là. En fait, je me permets, Laurent, Oui, je suis pas surprise, parce que l'approche par compétences, il y a eu beaucoup de courants de pensée sur l'approche par compétences, puis les gens voient ça comme très lourd. Parce qu'en fait, si on part sur les compétences, ça va nous amener où? Donc, je pense que faut y aller tranquillement. Donc si on veut commencer, si je m'adresse aux gens qui n'ont pas encore été dans l'approche par compétences, j'irai tranquillement par le recrutement. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de profil de poste, eh ben, on va aller tranquillement sur un profil avec des compétences associées aux activités. Donc, on va prendre les activités principales. On a dit qu'on restait dans l'agilité, hein. Donc, on ne parle plus de tâches et de sous-tâches. On parle d'activités. Et on va associer ces activités-là à des résultats attendus et des compétences. Des résultats attendus qui vont nous donner des éléments de repère pour voir si la compétence est maîtrisée. Donc, on va être optimal.
Ouais. et on va aller tranquillement. Et quand on aura fait le recrutement, on pourra aller après vers la formation, où là, on va être capable de faire une analyse des besoins beaucoup plus poussée, c'est-à-dire qu'on va aller sur des compétences et vous savez qu'une compétence, ça s'observe en action. Donc, on ne peut pas commencer à dire il est compétent ou pas compétent si on ne l'a pas vu dans l'action. Donc, on va mesurer dans l'action et là, on va être capable d'avoir on va travailler sur une approche par compétence pour la formation. Et ça va nous aider pour choisir nos formations, soit internes, soit externes. Parce qu'on va avoir des compétences spécifiques et on va éviter d'être dans l'aspect trop général du contenu. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais, là, puis c'est très clair. Et puis, je vais me permettre de te mettre au défi parce que dans le concept, moi, j'adhère à 100%. Dans la réalité, je veux dire, nous, on fait énormément d'analyse de besoins de formation, on monte des programmes de formation, etc. Dans la réalité, faire cette évaluation-là, je dirais peut-être des fois, ça dépend des secteurs. Mettons, faire des observations en poste, dans le milieu manufacturier pour certaines Mhm. fonctions, c'est quelque chose qui se fait plus facilement et peut-être, je dirais, que des fois, qui est peut-être plus facilement accepté. Quand je parle, mettons, auprès d'une équipe, etc. Mhm. Dans le milieu professionnel, par contre, sur les postes professionnels ou dans le secteur des services, des fois, c'est un petit peu plus compliqué ou en tout cas, c'est moins la norme, je dirais de ce point de vue-là. Alors, comment toi, tu vois ça par rapport à ça? Bah, en fait, tu vois, là, on parle plus d'observation structurée, on parle d'observation tout court. Ça veut dire que même par rapport aux professionnels, en termes de compétences de leadership, si tu as une réunion et que tu vois que ton gestionnaire a une animation plus ou moins chaoteuse, chaotique, pardon, ben, on pourrait penser que justement qu'il y aurait peut-être une capacité à développer sur ce côté-là. Donc, quand je parle en action, hein, observer dans l'action, c'est pas simplement avoir une grille, une structure comme on peut rencontrer en manufacture, mais être à l'affût de la compétence qui est exercée lors d'une activité. C'est pour ça que l'approche par compétence, c'est avoir un réflexe constant, associer l'activité à la compétence. Donc, lors d'une réunion, je suis RH, je suis à l'affût de voir déjà qu'est-ce que j'entends par leadership, la capacité à mener des hommes, la capacité à exercer une influence. Est-ce que lors de la réunion, je l'ai vu? Non. Alors, et ça fait 3 réunions, et 3 réunions où je me rends compte que cette capacité à exercer une influence n'est pas présente. Mhm. Donc, pour moi, j'ai une petite alarme et je dis, ah, il serait peut-être bon de développer cette capacité, en sachant que c'est une capacité clé. Alors, c'est intéressant parce que là, effectivement, là, on peut le mettre en application en lien avec, je le vois très bien, une gestion de relève par rapport à une personne, deux, trois personnes identifiées, etc. Où là, en tant que professionnel des ressources humaines, on peut éventuellement trouver du temps pour le faire, mais quand on est sur des groupes d'employés ou de professionnels ou de gestionnaires, j'imagine qu'il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire une certaine évaluation du niveau de compétence. Tout à fait. L'évaluation à 360, où tu mises uniquement sur les compétences de gestion. Donc, tu mesures des compétences de gestion et tu fais passer l'évaluation à 360 par rapport aux pairs et aux employés, etc. Et donc là, tu vas avoir une mesure. Tu vas être capable de voir si effectivement, de 1 à 10, cette compétence, elle est maîtrisée sur combien de temps. Et la personne qui a mis 2 doit être capable de justifier. Attention, on ne fait pas de règlement de compte parce qu'on sait que le 360 pose beaucoup de questions sur est-ce que ça va être fiable, est-ce qu'il y a une objectivité. Pour maximiser l'objectivité, on va demander à l'individu justement de justifier sa mesure. Donc, on responsabilise également les individus à travers ça. Donc, on les responsabilise par rapport à leur plan de développement de compétences. Donc, finalement, on les amène à une culture, si on parle d'approche par compétences, on les amène à une culture de développement de compétences à travers ça. Donc, oui, c'est un moyen d'aller, notamment chez les professionnels, c'est un moyen effectivement d'aller voir les compétences à développer et les compétences à évaluer par la suite parce que je pense qu'après une formation, le post-évaluation est nécessaire. Et si on a été capable de les mentionner à travers les 360, on est capable de les mesurer par la suite. Donc, c'est faisable. OK, parfait, parfait, parfait. Par ailleurs, là, je m'adresse aux personnes qui sont là. Je suis désolé, je vous avais dit que vous pouviez poser des questions par le chat, mais la fonctionnalité n'avait pas été ouverte. Là, vous pouvez maintenant le faire. Vous pouvez poser vos questions, écrire vos commentaires dans le chat. En tout cas, si quelqu'un peut le faire, au moins une personne, comme ça, je saurai que ça fonctionne en soi. Tu as mentionné, merci beaucoup Charles, très apprécié. Une question, tu as mentionné le fait que les compétences
doivent être en relation avec la stratégie organisationnelle. Oui. Ma question pour toi, c'est de quelle manière peut-on impliquer la haute direction dans cette démarche-là? Parce que souvent, c'est ça, hein, on le voit, souvent, il y a, il y a une dichotomie entre le fait qu'on trouve que la gestion des ressources humaines, c'est important, etc., et l'implication réelle, d'une manière ou d'une autre, hein, de la haute Mhm. direction dans ce genre de démarche-là. Est-ce que tu as des exemples, des expériences, des préconisations à nous donner là, pour pouvoir impliquer justement là, les membres de la direction? Ben, en fait, oui, alors là, on a un allié extraordinaire qui est la RH ou le DRH, qui est un allié stratégique. Donc, on va utiliser effectivement cet allié pour amener la direction à comprendre que les compétences doivent être alignées à la stratégie, dans le sens qu'ils doivent être capables de véhiculer une stratégie compréhensible, pardon. Donc, l'idée, c'est d'amener la direction à avoir les compétences comme stratégiques. Donc, je m'explique. Si la direction ne comprend pas l'approche par compétences, eux, ils vont mettre une stratégie, ils vont dire, moi, j'ai tel axe, puis il est nécessaire que telle personne ait cette compétence-là. Si on est dans une approche par compétences, on va d'abord garder notre personnel existant et on va essayer de trouver un équilibre entre les compétences nécessaires et les compétences existantes. Si on n'est pas dans une approche par compétences au niveau de la gouvernance, on va travailler un peu en silo, c'est-à-dire qu'on va voir une stratégie, on va dire j'ai besoin de ces compétences-là et je suppose que j'aurai ces compétences-là à l'interne. Alors qu'avec une approche par compétences, on va avoir une approche beaucoup plus globale. Alors, c'est intéressant. Pourquoi importer la gouvernance? Parce que, un exemple, dans une entreprise dans laquelle j'étais, je reviens à mon histoire de fabrication de comptoirs. La personne, donc on prend un opérateur CNC externe, ok. Il vient combler des postes du polisseur et puis du technicien. Et là, on s'aperçoit que le fait qu'il arrive, bah, ça augmente la possibilité de la capacité de production. Donc, ça a une incidence sur les ventes. Donc, il faut revoir l'augmentation des ventes. Donc, il faut revoir l'objectif des ventes. Donc, où je veux en venir, c'est qu'on est en train de faire des liens. On travaille, quand je dis on travaille plus en silo, on a une approche systémique. C'est ça l'approche par compétence. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu un impact en RH, mais cet impact en RH, il se répercute au niveau des ventes. Et au niveau des ventes, on est aussi sur une capacité de production. Donc, c'est comme ça qu'on va amener la gouvernance à voir l'utilité de l'approche par compétence, parce que là, on va aller au-delà du RH où la gouvernance pense que les RH, c'est un milieu à part, alors que c'est transversal. Donc, c'est comme ça qu'on va amener la gouvernance. On peut être que d'accord, Marie-Laure, ensemble là-dessus. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que nous, notre côté, on a fait une étude de recherche il y a 2 ans pour identifier des compétences clés pour les leaders qui ont à gérer les gestionnaires de premier niveau, en fait, précisément, qui ont à gérer en mode hybride. Et une des compétences clés qui est ressortie, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, actuellement, je partage ça parce que il y a des membres de l'équipe de position RH qui sont là, hein, et qui assistent à la causerie. Et en fait, des fois, on, on, on est force de recommandation sur cette compétence-là parce qu'on y croit. Hein, on pense que c'est vraiment une compétence clé pour les gestionnaires de premier niveau qui ont à gérer en mode hybride, etc. Mais des fois, tu veux, le lien entre développer cette compétence-là qui peut paraître une compétence très, très RH, hein, très molle, hein, entre guillemets, Mhm, et mhm. les résultats, parce que là tu donnes un exemple, c'est vrai qui est probant, hein, parce que c'est des résultats de vente, etc. Mais sur certaines compétences, est-ce que des fois c'est ça, il y a peut-être un peu plus de travail à faire là. Alors, c'est intéressant ce que tu parles, parce qu'en fait, on va aller dans le débat de la compétence. Une compétence, c'est universel par rapport au mot, hein, c'est le générique, mais elle se contextualise la compétence. Donc, on va parler en termes de capacité. Donc là, tu parles d'intelligence émotionnelle. Maintenant, on va parler en termes de capacité. Quelles sont les capacités par rapport à l'intelligence émotionnelle? Et là, on va rattacher ces capacités à la plus-value. Parce que c'est ça, on est encore dans ce système-là, d'accord? Exactement.
pour sortir de la compétence molle, entre guillemets. C'est quoi la plus-value de l'intelligence émotionnelle? Alors, on va, par exemple, dire la capacité à rassembler. La capacité à rassembler, bah, justement, il va y avoir un impact dans l'équipe. Et dans l'équipe, donc, il va y avoir un impact dans l'équipe, c'est-à-dire un impact sur la motivation, la mobilisation, et donc augmentation de la productivité. Où je c'est tout. Je parle beaucoup au sens du portefeuille parce que je travaille beaucoup avec des entreprises, manufacturières, je travaille avec des mines effectivement, mais aussi, je travaille aussi dans le détail, la restauration. J'ai vu un élément commun dans la gouvernance, c'est être capable de rattacher ça à l'aspect financier. Très longtemps, le RH a été attaché à un mal nécessaire. Alors qu'aujourd'hui, et ça, je suis très contente parce que j'en ai rencontré des RH extraordinaires et je suis contente qu'ils prennent leur place comme alliés stratégiques. Donc, par l'approche par compétence, ils ont une place légitime parce que ce sont les experts. Si on regarde autour de la table, ce sont les experts. Donc, ils ont une place légitime pour se positionner par rapport à l'approche par compétences. Excellent. Là, je t'ai posé, tu comprends que des fois, j'essaie de comprendre au niveau des parties prenantes, etc. Tout Je à pose des fait. questions là au niveau des professionnels de ressources humaines, la haute direction. Il y avait une question là sur, je pense, deux personnes qui avaient parlé là, de l'expérience employée. De, de quelle manière ça peut impacter l'expérience employée mais également de quelle manière l'employé peut lui-même contribuer pleinement à travers cette approche par compétence. Alors, si on parle d'expérience employée, si on vient à la définition de l'expérience employée, en fait, l'expérience employée, c'est la personne doit être bien, doit se réaliser, doit se projeter dans l'avenir. Donc, on va faire le lien avec les compétences. Bah, le plan de carrière, on a besoin de voir les compétences nécessaires. D'accord? Donc, on va aller sur un plan de développement de compétences, puis on va aller même plus loin. Si on veut fidéliser, si on veut que l'individu se sente bien et qu'il soit dans une structure d'apprentissage propice à son développement, on va peut-être mettre en place un programme que j'ai mis dans une entreprise dernièrement, un programme mentorat, par exemple. Un programme mentorat où on est conscient que c'est une personne qui arrive, qui ne connaît pas, mais qui a un potentiel et on va donc l'aider à développer son potentiel. Donc, c'est ça l'expérience employée. Au lieu de dire, on dit beaucoup, on va retenir, on va faire des politiques. Oui, les politiques, c'est un outil, mais il y a aussi des pratiques de gestion à mettre en place. Et là, si on refait encore un lien avec l'approche par compétences, parce que plan de carrière, mentorat, le mentorat, effectivement, c'est une transmission de compétences également. Excellent, excellent, excellent. Il y a Charles, alors voilà, c'est bien, j'ai des questions, je sais pas si tu as vu la question de Charles. Il y a Charles Non, qui je t'ai pose vu. une question à l'effet de, existe-t-il des outils ou organismes québécois qui offrent un accompagnement aux entreprises pour mettre en place un répertoire des métiers ou un référentiel de compétences internes? En fait, non, c'est par comité sectoriel. Il y a des référentiels métiers, effectivement, mais pour le moment, il y aurait peut-être technocompétences, mais je ne Mais, veux pas m'avancer. Charles est deux technocompétences, donc OK, OK. Alors non, c'est vraiment les comités sectoriels. C'est intéressant que ce soit technocompétences parce que, heu, oui, non, il n'y a pas encore et je trouve ça intéressant, il n'y a pas encore vraiment de dictionnaire, parce qu'on pourrait parler de dictionnaire de compétences. Beaucoup de comités sectoriels commencent à réfléchir là-dessus. Il y a des comités sectoriels qui sont déjà très avancés, hein, tout ce qui est TI, ils ont déjà des référentiels de compétences. Si on regarde dans l'aspect ingénierie, ils ont déjà des référentiels de compétences. Mais pour le moment, non. Moi, je me suis fait un propre dictionnaire de part très empirique, mais de par mes expériences, je me suis fait mon propre dictionnaire sur un fichier Excel très ordinaire, mais ça m'aide, beaucoup parce que, je suis capable quand je fais des profils effectivement de me référer à mon dictionnaire, mais, à ma connaissance, il n'existe pas réellement de référentiel métier, compétences. Mais le comé effectivement, technocompétences, c'est quand même des gens qui sont pionniers de l'aspect compétences, mais non, je j'ai pas à ma connaissance, non. Les il y a- gens, ce il y a- qu'ils font, bah, en fait, non, il y a pas réellement de référentiel parce que moi, j'ai eu un mandat il y a quelques années, avec Emploi Québec, les commissions du marché du travail en Abitibi et on a mis en place, un référentiel métier, pour, des postes sans qualification. Donc il n'existait pas encore réellement de référentiel métier.
Donc OK. non, Ouais. chacun fait son petit référentiel métier. Ouais, c'est ça. Puis des référentiels de compétences, il y en a plein qui existent par des organisations privées, là, Tout à fait, effectivement, là, oui, qui ont été oui, développés. oui. Il y a plein d'ouvrages, etc. Mais Mais l'important, c'est d'être capable. En fait, la compétence, si je me permets, Laurent, je m'excuse d'avoir coupé. En fait, les compétences, c'est hyper complexe de dire on va centraliser tout. Parce qu'il faudrait aller par famille, en fait. Parce que si on parle des compétences de gestion, compétences de leadership, euh, il y a pléthore de capacités par rapport à ça. tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que ça fait peur, parce que on pense mais si on est optimal, moi je donne un petit conseil aujourd'hui, si je peux me permettre, aller sur les compétences clés, ce qu'on appelle les compétences incontournables pour occuper le poste, d'accord? Il y a des postes, on pourrait dire, on a 50, 60 compétences. L'important, c'est quelles seraient les compétences qui poseraient problème si on ne les possédait pas? Je suis tellement d'accord avec toi parce que malheureusement, je pense que peut-être de par expérience, d'avoir vu comme beaucoup de référentiels de compétences développés par des organisations à l'interne, qui étaient très bien, beaucoup de bonne volonté, mais très peu de mise en application, parce que quand on a une vingtaine de compétences de gestion, ben déjà, c'est quand même les attentes sont élevées. Oui, Et le problème, c'est que ça peut des fois être plus, ça peut démobiliser plus que mobiliser. Et c'est souvent, des fois, ça peut être un travail de bonne intention, mais pas forcément réellement mis en application par tous. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste un outil RH par les RH, pour les RH, parce qu'on a besoin de tout l'écosystème de l'organisation là, pour que ça fonctionne. Il est déjà 2h30, hein, le temps passe vite en bonne compagnie. Et puis, il y a Charles là, qui rajoute, pour notre cas, technocompétences, notre enjeu est la très rapide évolution technologique qui impacte directement les métiers de notre industrie. Et c'est vrai que tu as nommé la stratégie. J'avais la question sur le bout des lèvres qui était aussi qu'il faut prendre en considération l'environnement, hein, dans lequel évolue l'organisation, qui va faire en sorte que ça va bousculer, hein, cet ne exercice-là. serait-ce qu'avec l'arrivée de ChatGPT. Tu sais, on est en train de parler des domaines de croissance technologique. Si on parle de domaine de croissance technologique, non seulement on va avoir un bouleversement en termes de compétences, mais le bouleversement va s'opérer aussi au niveau des métiers. Donc oui, donc d'où l'importance, encore une fois, de focaliser sur un minimum de compétences et non pas aller sur toutes les compétences. Ouais. Moins, c'est mieux, au départ, en tout cas. Voilà, au départ. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, une question pour tout le monde, basée sur ce qu'on vient d'échanger ensemble. Euh, Si vous aviez là à mettre en place là une approche par compétence, est-ce que dans quel laps de temps vous imagineriez le faire? Si c'est déjà en place, bon bah tant mieux, hein, ou peut-être que vous pourriez comme travailler sur d'autres aspects, un autre champ d'expertise en gestion des ressources humaines. Mais c'est quoi le laps de temps que vous vous donnez là pour, OK, là, ça y est, je mets ça en application, je démarre un projet en lien avec la gestion des ressources humaines. Et là, j'ai une autre question qui apparaît en attendant que tout le monde se donne. Quelles sont les meilleures méthodes, selon vous, pour identifier efficacement les compétences clés chez une recrue, donc j'imagine une nouvelle personne dans son poste? Donc une nouvelle personne qui vient d'arriver en poste, quelle serait la meilleure méthode? Oui, Hem, En fait, bah, la meilleure méthode pour, évaluer les compétences sur l'individu qui arrivait nouvellement en poste, déjà, c'est de faire une évaluation, régulière, au quotidien. C'est-à-dire qu'on arrive avec des compétences, visées et on évalue le cheminement de l'individu, on regarde les compétences visées. Ça, c'est important, mais aussi les collègues. C'est très important. Quand je dis en action, une compétence, ça s'observe en action, ça dépend du type de compétence. À la question, si c'est des compétences techniques, on va se référer, on aura des éléments de mesure de par les procédures. On va être capable de la capacité à effectuer un geste adéquat. Bon, ça, on va être capable. Maintenant, si on a des compétences plus comportementales, et ben là, on va aller voir les collègues lors du travail d'équipe, lors des réunions. Et c'est comme ça qu'on va aller. Et attention, on va faire quelque chose de pas intuitif parce qu'il y a un danger. Quand on va voir des gens, ça peut être très subjectif. Donc, on va guider notre tournée auprès des gens. C'est-à-dire qu'on va leur demander est-ce qu'ils ont une capacité d'écoute?
Est-ce qu'il y a une capacité de partager des idées de manière transparente? Donc, on va aller chercher les capacités que l'on a nommées dans son poste de la nouvelle recrue. La nouvelle recrue, on a mis en place des compétences que l'on cherche parce que pourquoi on veut l'évaluer par la suite. Donc, on va aller mesurer ces compétences-là dans son environnement. J'insiste beaucoup sur l'action parce que j'y crois énormément de mesurer dans l'action. Je vais vous donner un exemple très rapidement. J'ai eu un mandat dans le milieu de la construction où j'ai voulu un petit peu innover. On a recruté un directeur de chantier d'une façon un peu originale, entre guillemets. C'est-à-dire que on a vu que le directeur de chantier avait des problèmes, le poste du directeur de chantier avait des problématiques majeures quant à la gestion d'équipe, avec toutes les problématiques qu'il pouvait rencontrer. Alors j'ai eu l'idée, pendant l'entrevue, de ne pas faire l'entrevue traditionnelle, de faire une grille, de mettre les capacités clés qui sont incontournables pour occuper le poste. En même temps, je veux que ce soit inclusif, donc je ne voulais pas une discrimination au sens que les extravertis allaient mieux se montrer que les introvertis. Donc, je les ai mis en action, c'est-à-dire que j'ai rencontré tous les employés de l'équipe et je leur ai demandé d'arriver au fur et à mesure dans l'entrevue, mais ça a duré 1 heure et demie, où ils sont arrivés avec leurs problématiques, ils ont énoncé leurs problématiques à table, comme ça, et la personne avait quelques minutes, moi j'avais ma grille, et avait quelques minutes pour répondre à la problématique. Donc, j'étais capable de voir sa capacité à résoudre un problème, sa capacité d'écoute, sa capacité d'anticipation. Donc, toutes les capacités incontournables qui étaient incontournables pour occuper le poste, j'ai été capable de les mesurer à travers l'action. Donc, voilà, c'est un exemple, mais voilà. Excellent, excellent, excellent.